aujourd'hui, on est très content de vous présenter les résultats de la 3e édition du baromètre du bien-être mental en entreprise qu'on réalise avec Toluna Harris Interactive auprès de plus de 4000 Français. Et donc, cette édition, elle est particulière parce que ça fait 1 an qu'on a ce baromètre. Donc, du coup, on a 1 an de recul sur justement l'évolution de la prise en compte du bien-être mental au travail et des attentes des salariés français. Et dans cette édition, on a aussi voulu s'intéresser à une population en particulier, celle des managers. Pourquoi ? Parce que lors de la dernière édition, on les avait justement identifiés comme point cardinal du changement pour des salariés en quête de sens, qui sont en recherche de flexibilité et de dialogue. Et donc, on a voulu comprendre comment eux voient leur rôle et quelles difficultés ils rencontrent possiblement au quotidien au travail. Donc, mon collègue Vincent va vous présenter nos intervenants aujourd'hui. Mais on va commencer par une rapide présentation des enseignements du baromètre avec Magali Gérard de l'Institut Toluna Harris Interactive. Merci. Merci Hélène, bonjour à toutes et à tous. Comme Hélène vient de vous le rappeler, cette étude a un double mérite. Le premier, c'est qu'elle s'intéresse à différents niveaux d'opinion. On a d'une part le point de vue des Français, parce que c'est toujours bien d'interroger les salariés qui sont au premier chef concernant les enjeux de bien-être au travail. Mais quand on mesure quelque chose, c'est toujours bien de pouvoir le comparer en relatif par rapport à ce qui est perçu par d'autres personnes. Donc ce baromètre pose quelques questions à l'ensemble des Français, des questions de représentation sur le monde du travail, pour voir notamment jusqu'où la thématique du bien-être en entreprise aujourd'hui est quelque chose qui est important et qui est pris en compte ou non par les entreprises. Un deuxième niveau vise à avoir évidemment le point de vue des salariés. Et puis dans cette édition, 1 an après le lancement de cet observatoire par Alan, un focus plus précis au sein des salariés auprès des populations de managers dont on va voir qu'ils ont un regard et un rôle aussi particulier. Donc, 1 an après cette mise en place, le deuxième intérêt de ce baromètre, c'est bien évidemment de pouvoir mesurer l'évolution dans le temps sur 12 mois de plusieurs indicateurs. Le premier indicateur, c'est le sentiment, et je crois que quand on voit à quel point la salle est remplie aujourd'hui, on peut mesurer à quel point cet enjeu du bien-être au travail aujourd'hui est quelque chose qui compte et qui est ressenti et exprimé par la plupart des Français. On a une progression de 5 points sur ce niveau, sur l'importance que les entreprises doivent accorder à cet enjeu aujourd'hui dans le travail. C'est quelque chose qui est partagé aussi par les salariés. Une autre évolution positive, les salariés sont plus nombreux qu'il y a 1 an à reconnaître que dans leur entreprise, des choses ont été faites, ont été mises en place pour pouvoir répondre à ces enjeux de bien-être au travail. C'est une progression de 12 points par rapport à la mesure qu'on avait faite l'année dernière à la même époque. Et à ce propos, lorsqu'on regarde, parce qu'on mesure dans cette enquête l'état psychologique au travail ressenti par les salariés, on remarque qu'on a une différence très significative entre les salariés qui travaillent dans des structures qui ont mis en place, qui ont initié des actions de prise en compte du bien-être au travail versus ceux qui sont dans des structures où il n'existe rien qui est fait à ce sujet. Donc on a un différentiel qui est significatif et on voit un bénéfice sur le niveau d'engagement et la rétention des salariés qui bénéficient d'initiatives dans ce domaine-là. On mesure également une autre progression qui est encourageante pour ce sujet, c'est la facilité ressentie par les salariés à parler des enjeux de bien-être psychologique au travail avec, justement, au sein de leur milieu professionnel. Alors, c'est un sentiment, une aptitude qui reste minoritaire par les salariés. Néanmoins, on peut souligner qu'elle a progressé de 7 points, cette facilité à s'exprimer sur ce type de problème par rapport à il y a 1 an. Alors, vous allez me dire, tout ceci est encourageant, certes. Néanmoins, les résultats de l'étude montrent aussi qu'il est absolument indispensable de poursuivre les efforts. En effet, il y a des disparités importantes qui subsistent derrière ces chiffres d'ensemble moyens qui sont encourageants. On ne ressent pas la même chose en fonction de la taille d'entreprise dans laquelle on est employé. Le type d'initiative mise en place et le volume d'initiatives mises en place est également extrêmement disparate en fonction de la taille et aussi du secteur de l'entreprise dans laquelle on travaille.
Deuxième indicateur qui mérite l'attention, c'est le niveau d'information des salariés sur ces enjeux de bien-être au travail et surtout sur les initiatives qui sont mises en place. Ce niveau d'information progresse de plus de 6 points par rapport à il y a un an, mais il reste extrêmement minoritaire par les salariés puisqu'il plafonne à près de 40% seulement, et avec une disparité importante à mesure que l'on s'éloigne du centre de direction de l'entreprise. C'est-à-dire que plus on est rattaché à la direction ou plus on est en proximité avec les centres de décision, mieux on se dit informé sur ces sujets-là. Et puis plus on s'en éloigne, on voit que chez les salariés et notamment chez les profils les moins qualifiés, on a un déficit d'information et un ressenti d'être mal informé qui est nettement plus important. Et puis enfin, le dernier point, c'est que si on note que l'état psychologique au travail s'est sensiblement amélioré au cours des dernières mesures, tendanciellement, on constate toutefois que le stress ressenti, l'angoisse et l'inquiétude qu'on peut ressentir dans le cadre de son emploi, eux, parallèlement, continuent d'augmenter, et ce, au cours des différentes mesures. Alors, des progrès, certes, mais une marge de manœuvre et une latitude qui restent importantes. Alors, ces sentiments, c'est important de s'attarder sur stress, angoisse, inquiétude qui sont ressentis parce que ce sont des sentiments qui sont particulièrement ressentis par les managers. Donc, cette édition, on l'a vu, on l'a dit, est consacrée à ces populations. Qui sont les managers d'abord? Du point de vue des Français, ce sont des postes clés au sein des entreprises qui allient à la fois des prérogatives qui tiennent à l'organisation, qui tiennent à la planification, qui tiennent à la performance, mais aussi beaucoup au cœur des représentations, des qualités à pouvoir gérer, être à l'écoute, être à proximité, tout ce qui va concerner les relations finalement interpersonnelles et le bien-être des salariés au travail. Les Français ont globalement le sentiment que c'est une fonction qui est beaucoup plus difficile à exercer que par le passé, parce que justement, il y a tout un tas d'enjeux qui sont venus se greffer de par la modification du rapport au travail, de par la modification des modes d'organisation. Et ces managers vont avoir tendance à cristalliser finalement l'ensemble de ces attentes avec des collaborateurs qui ont énormément d'attentes à ce niveau-là en termes de reconnaissance et de rapports plus individualisés au travail et des structures qui n'évoluent pas au même rythme, avec le sentiment chez ces managers souvent qu'ils sont isolés, pas suffisamment soutenus par la direction et par les RH, justement pour faire face à ces situations de gestion de crise, de gestion de difficultés psychologiques auxquelles ils se disent extrêmement sensibles, mais pas toujours bien outillés pour pouvoir gérer cela. Alors, des managers qui sont globalement satisfaits de leur situation professionnelle, souvent mieux rémunérés, souvent des postes plus qualifiés, plus diplômés, ils sont globalement positifs à l'égard de leur situation professionnelle, ce qui n'empêche pas qu'ils soient extrêmement nombreux à se dire isolés, à se sentir isolés dans leurs fonctions, comme s'ils étaient pris en étau finalement, entre des demandes de collaborateurs qui évoluent et qui s'intensifient à leur égard, et puis une demande de performance qui ne régresse pas de la part des directions ou de leurs supérieurs hiérarchiques. Donc une difficulté finalement à pouvoir concilier tout ça, qui a tendance à les mettre dans des situations de tension. Ils se disent extrêmement satisfaits des liens avec leurs collaborateurs, mais ont parfois des difficultés à pouvoir honorer leurs demandes et leurs attentes. Et on voit en ceci que les formations aux risques psychosociaux notamment figurent parmi les attentes qui sont le plus fortement exprimées par les managers. Alors, il y a des attentes de formation et plus encore chez les plus jeunes. Vous verrez tous les résultats en détail dans l'étude, mais c'est important d'en parler parce qu'on observe un clivage générationnel au sein des managers sur ces enjeux de bien-être au travail. Les plus jeunes sont plus sensibles que leurs aînés, que les 50 ans et plus, à ces enjeux de bien-être mental au travail. Ils y sont extrêmement sensibles, mais ils se sentent nettement plus en difficulté, de manière presque paradoxale, pour pouvoir y répondre. C'est comme si finalement, ils mettaient la barre tellement haut qu'ils ne se sentaient pas aujourd'hui les moyens de pouvoir faire face à ces enjeux. On note aussi évidemment que l'expérience doit jouer aussi, mais en tout cas, c'est une population sur laquelle il faudra s'attarder parce qu'ils ont tendance finalement à cumuler un certain nombre de difficultés, au premier rang desquelles la capacité justement à garantir le bien-être au travail de leurs salariés. Je vous remercie.
Merci Magali, bonjour à tous. Moi je suis Vincent Hirsch et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde ce matin. On est très heureux de vous accueillir, je le répète, aujourd'hui. Comme le rappelait Hélène à l'instant, comme l'a présenté Magali, le sujet des managers, de leur rôle, de leur position dans l'entreprise et évidemment de comment ils se sentent, nous taraudait depuis longtemps. Et déjà lors de l'édition précédente du baromètre, on s'était interrogé sur le fait de savoir si c'était sur cette édition-là ou la suivante qu'on allait porter le focus sur les managers. Pourquoi ? Parce que dans les entretiens que nous menons, dans les rencontres que l'on fait avec un grand nombre d'entreprises, et vous le verrez aussi dans le dossier qui accompagne le baromètre, au sein de la communauté des RH que nous animons, il ressortait depuis plusieurs mois que c'était finalement à l'encadrement, aux managers, qu'on en demandait finalement toujours plus. Performer, atteindre des objectifs, conduire des projets, animer un collectif, et puis de plus en plus prendre soin des collaborateurs également. Et donc on s'est dit qu'on ne pouvait plus faire l'impasse sur cette population. Alors du coup, on est particulièrement heureux aujourd'hui de réunir un panel remarquable par leur production et leur réflexion sur ces sujets. Jean-Philippe Bouilloux, bonjour. Vous êtes sociologue et vos recherches et publications portent notamment sur la sociologie du travail des cadres. Vous êtes intervenu régulièrement dans de nombreuses organisations privées, publiques, sur ces problématiques de management et d'organisation. Et vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage, j'ai entendu quelques personnes dans l'Assemblée en parler un peu plus tôt, justement consacré au cadre qui serait selon vous entre le marteau et l'enclume. Vous nous expliquerez un peu ce que ça veut dire et puis comment aussi les résultats du baromètre résonnent avec un certain nombre de thèses que vous avez pu développer. On accueille aussi Anne Ruelleux, bonjour. Anne Ruelleux, vous êtes directrice du recrutement chez Capgemini, après un parcours en tant que consultante, notamment en grande partie chez Capgemini. Et vous nous parlerez tout à l'heure assez concrètement des défis du management et des managers dans une entreprise de service comme la vôtre et des solutions qu'on essaye de trouver aux différents éléments du malaise des cadres qu'on a mis en évidence. Puis je suis aussi très content d'accueillir Paul Sauveplan, qui est DRH d'Alan. Donc je suis doublement stressé là en animant cette table ronde, vous comprendrez pourquoi. Mais Paul, tu as la particularité d'être l'un des premiers salariés d'Alan et donc d'avoir été aussi aux premières loges dans la mise en œuvre de notre culture d'entreprise, dont on pense qu'elle est assez particulière dès qu'il s'agit de la question. Alors, je ne vais pas dire manager parce que c'est un mot quasi interdit chez nous, mais justement des questions de culture d'entreprise et d'organisation. Mais avant de passer à cette table ronde, je me tourne vers vous, Jean-Emmanuel Ray. Vous êtes juriste, professeur de droit et vous avez accepté d'ouvrir notre conférence ce matin. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, rapports, manuels. Et plus récemment, vous avez publié un guide pratique, très instructif, je crois qu'il est utilisé aussi également chez nous. Moi, manager, mes droits et mes devoirs. Et finalement, la raison pour laquelle on vous a invité ce matin, c'était justement pour donner une coloration particulière à notre événement et aborder la question des managers sous l'angle du droit. Il nous semble que c'était un sujet assez fascinant, le droit du travail, un droit vivant, je crois que vous le savez, un droit foisonnant. Et on se disait aussi que ce guide pratique, finalement, il nous racontait autre chose. C'est pas seulement un guide pratique, mais il est aussi révélateur de la complexité du droit, peut-être pour une population particulière, celle des managers. Et c'est pour ça qu'on voulait vous entendre ce matin pour démarrer notre échange. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Je serai à votre place, je serai très inquiet. Alors, balancez-vous dans le métaverse. Vous êtes chez le dentiste, ça va durer 20 minutes, dans 20 minutes c'est fini. Relaxez-vous. Parce que faire du droit, c'est comme faire ses dents de sagesse. Surtout un matin aussi beau dans un lieu aussi prestigieux. Si on m'a demandé d'intervenir, c'est peut-être pour indiquer que, et j'espère que vous avez compris que vous n'aurez pas droit aux petites anecdotes rigolotes d'un avocat, mais aux remarques acerbes et neutres d'un professeur à la Sorbonne, et la Sorbonne n'a pas beaucoup changé depuis 1252. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que je suis directeur et j'ai fondé un master qui, à mon avis, correspond un peu à votre thème de la matinée. Je suis juriste de formation,
mais je me suis dit que, et là je parle sous votre contrôle, je ne crois pas qu'un RH puisse se prétendre RH aujourd'hui sans rien connaître du droit du travail. C'était le cas quand j'ai commencé. Il y avait RH et droit. Aujourd'hui, un juriste qui ne connaît pas les RH en droit du travail est un gros nul, GN dans le texte, et quelqu'un qui ne connaît pas un mot, il y a un mixage obligatoire. Et je vais commencer par vous parler des petits jeunes. C'est peut-être la différence que vous avez qu'il y a entre vous et moi, c'est que vous êtes peut-être parents, mais sur le plan du nombre, je pense que personne ne peut prétendre avoir eu et avoir 2000 enfants par an entre 20 et 25 ans. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je vois passer devant moi, depuis 30 ans, des jeunes de entre 18, première année, Sciences Po, Mines et Sorbonne, et 25, grosso modo, le thésard. Est-ce qu'on sera d'accord pour dire le produit a changé? Ok, boomer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les managers, surtout de proximité, sont aux premières loges pour morfler un maximum. Le droit du travail que j'enseigne, c'est le droit de la subordination juridique permanente. C'est le critère du contrat de travail. Alors si vous voulez avoir un dîner pénible, avec vos adolescents et jeunes adultes, vous leur dites, je te préviens, tu vas rentrer en entreprise la semaine prochaine, dans un an. Le critère de ton contrat, ça sera la subordination, déjà là, et moi autour de la table, juridique, et on termine par permanente. Et là, en principe, votre ado se lève en disant l'esclavage est aboli et monte en claquant la porte de sa chambre. Ce que je vous dis là, et je ne suis pas très fier de vous le dire, et je peux vous dire que j'ai du mal avec les nouvelles générations, c'est que le fondement du contrat de travail, j'insiste, ce n'est pas une appréciation idéologique. Il n'y a pas de contrat de travail sans subordination juridique permanente. Alors la question que je pose, et je pourrais m'arrêter là et partir en pleurant, c'est est-ce que ce critère-là est adéquat vu les entreprises d'aujourd'hui et les personnes d'aujourd'hui? Et la réponse est ça déconne complètement. Ça ne tourne pas rond. Et qui est aux premières loges? Les managers de proximité. Et quand mon prédécesseur a dit il y a un changement, être manager il y a 40 ans, c'était être colonel dans une armée. En dessous, il y avait le capitaine, le lieutenant, ça descendait, c'était naturel. Et j'insiste beaucoup, ça on ne comprend rien de ce qui se passe aujourd'hui. Toute la société était verticale, pas seulement l'entreprise. Il y avait le pater familias, et après, moi j'ai eu comme instituteur un hussard noir de la République, d'accord? Et on était 40, l'idée de prendre la parole, de terroriser de 15 jours à l'avance. En un mot, moi j'ai été formaté sur la subordination. Ce n'est plus le cas de vos enfants. J'espère que personne ne dira si, parce que là, c'est dans la psychiatrie lourde. Et voilà pourquoi les managers dégustent. C'est qu'on a gardé le même système dans un monde qui a entièrement changé. Et donc, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de vivre une fin de cycle? Quels sont les deux aspects juridiques qui sont d'actualité et adéquats? Le forfait jour, qui est le premier pas vers autre chose que la pointeuse. Le forfait jour est en train d'être démoli par la Cour de cassation. Lentement mais sûrement. Je rappelle qu'elle a annulé 24 conventions de branche. 2. Le télétravail. Et pour moi, le télétravail, c'est comme Stendhal, ça a cristallisé toute cette évolution. Et faites votre mea culpa, les RH là. Quand en janvier 2020, je vous disais, écoute voilà, j'habite loin, je voudrais télétravailler. Alors réponse, ici c'est pas Netflix, ici on bosse, d'accord? Dans télétravail il y a télé, en un mot c'est pas le moment. En une semaine, ça a été le moment. Et moi je bénis le télétravail, pour des raisons organisationnelles. Ça a permis aux entreprises de se bouger en disant le système sur lequel on s'accrochait, il va falloir que ça fonctionne autrement. Et on n'avait pas le choix. Et comme dirait l'autre il y a 6 siècles, et pourtant l'entreprise a tourné. C'était une surprise exceptionnelle. Et pour le juriste, c'est terrible. Elle a tourné pourquoi? Parce qu'on est sorti des process qui paralysaient l'ensemble des services. On a été créatifs. On a fait le job. À partir de là, pourquoi c'est
je vais vous citer quelques extraits de... Le master s'appelle Développement ressources humaines et droit social. Donc ils font moitié droit social, moitié RH, avec des personnes de bon niveau. Donc si vous avez une texte d'apprentissage, n'hésitez pas à... Et je les ai interrogés sur votre maître d'apprentissage. Moi je tiens beaucoup au maître. Moi j'ai eu un maître, c'était Gérard Loncan. Je l'ai croisé quand j'avais 20 ans, il a changé ma vie. Il était exemplaire, il m'a appris la liberté. Quand vous êtes maître d'apprentissage, c'est aussi ça. Maître, ça veut dire quelque chose. Vous avez quelqu'un qui est là pour apprendre. Et vous le marquerez parfois à vie, dans des rapports parfois un peu filiaux. Vous lui donnez tout. C'est pas neutre comme domaine. Et je vous cite, alors j'aurais demandé, votre maître d'apprentissage, il est fatigué. Franchement. Des réunions chronophages, des temps administratifs sans fin, des horaires. Il s'épuise. C'est ça, il s'épuise. Alors comment voulez-vous que moi j'ai envie d'être manager si l'exemple qu'on me donne c'est ça? Moi, et là rassurez-vous, je viens d'arriver au droit, moi on me dirait tu vas devenir manager, quand je vois y compris, et j'aborde le sujet, les risques juridiques, pénaux, que court aujourd'hui un manager qui ne connaît rien au procès en harcèlement moral, où il risque 3 ans de tôle. Il risque lui-même 3 ans de tôle. Et vous n'avez pas échappé que pour les jeunes générations, le harcèlement moral, c'était la définition du contrat de travail, la subordination. Alors avançons. Est-ce que j'oserais vous dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas du droit tout court ne peut pas être bien dans sa peau de citoyen français? Pour 2 raisons. Notre société se juridicise. Est-ce que quelqu'un va lever la main en disant pas du tout? Il y a de plus en plus de lois, et en droit du travail c'est quasiment tous les jours, d'accord? Les décrets, etc. En ce moment, on est assez servi, d'accord? Si vous voulez vous endormir sans l'exomile, vous prenez la loi sur les retraites, vous en prenez les 2 premières pages sur 160, et ça fait l'affaire. En un mot, moi, en tant que citoyen, je ne pourrais pas vivre bien dans ma peau pour lire des journaux généraux, pas juridiques. Je ne comprendrais rien. Voilà pourquoi toutes les écoles, et je suis enseignant à l'école des mines, l'école des mines, c'est pas un hasard, ils forment des ingénieurs, pas des juristes. Il y a 2 cours obligatoires en première année d'intro générale au droit, pour savoir ce que c'est qu'un référé, une clause pénale, qui puisse savoir le B à bas, ce que moi j'appelle les BR, les bons réflexes. Et en 3e année, obligatoire, contrôle des connaissances, pas facultatif, façon RSE, d'accord? Obligatoire, un cours droit du travail. Parce qu'ils seront managers. Et si on veut être un manager crédible, si l'un de vos collaborateurs à midi, on déjeune, et il dit tiens, j'ai ma belle-sœur qui a vu son CDD renouvelé 4 fois, qu'est-ce que t'en penses? Un manager peut dire écoute, je suis pas juriste, j'en sais rien. Je crois qu'aujourd'hui, un manager ne peut pas être un bon manager crédible par ses troupes s'il n'a pas les bases du droit du travail. Exemple, vous me dites 4 renouvellements de CDD, moi le manager me dirait j'en sais rien, je dirais tu fais pas le job. Le droit envahit tout, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Mais ça sert à rien de pleurnicher. À rien. Et donc, 1, il se juridicise, notre société. 2, elle se judiciarise. Il y a beaucoup de salariés, un exemple qui vous rassurera, en décembre 2022, un agent RATP avait dit à son manager, je te préviens, si tu ne me donnes pas une bonne note, je te colle en correctionnel pour harcèlement moral. Waouh. Enfin, je veux dire, c'est... Pour quelqu'un qui ne connaît pas le truc, tu me colles en correctionnel pour harcèlement moral, il y a de quoi dire, oh, il est très bon. Le manager a refusé. Le salarié n'a rien fait, et ça s'est terminé devant la Cour de cassation. Pour la première fois, il faut rassurer vos managers. Quand ils entendent 3 ans, ils disent, stop, stop, c'est bon, stop. Cet agent, d'accord, a pleurniché en disant, oh là là, il m'a harcelé. Réponse, monsieur, c'était du chantage pur et simple. En un mot, les juges ne suivent pas automatiquement, d'accord, les châteaux en Espagne des collaborateurs qui utilisent, qui instrumentalisent le droit. Et je crois que le problème numéro 1 pour un manager aujourd'hui, c'est le harcèlement institutionnel. Je ne parlerai pas par pudeur du procès France Télécom. Mais si vous voulez, j'espère que vous avez compris qu'un PDG d'un groupe de 120 000 personnes, qui n'avait jamais rencontré, en clair, il y a eu un problème énorme à France Télécom, c'est pas ça la question. D'accord? Moi je vous parle en tant que juriste. Je pense que ces dirigeants-là pensaient qu'avec la chaîne de délégation de pouvoir,
C'était peinard. Je veux dire, on faisait faire n'importe quoi, c'était peinard. Ils ont été condamnés en premier instant à des peines de prison ferme. Le PDG du groupe, le DRH du groupe. Le droit envahit tout, et il faut savoir ce qu'on va faire avec ça. Alors si j'osais, je vous dirais, c'est comme ça que je commence mes formations, c'est les managers voient le droit comme un emmerdeur. En clair, c'est compliqué et ça sert à rien, ça protège même pas vraiment les collaborateurs. Je leur dis, vous n'aimez pas le droit, non, on le déteste. Eh bien lui, il vous aime, voilà. Il vous lâchera pas. Et là, prenez Montalembert, vous avez beau ne pas vous occuper de politique, la politique s'occupe de vous tout de même. Vous n'avez pas le droit du travail, il ne vous lâchera pas. Vous n'avez pas le choix. Et quand on n'a pas le choix est vite fait. Deux parties, rapidement, parce que je sens que Vincent commence à s'inquiéter. Premièrement, permettez-moi, je ne suis ni avocat ni consultant, donc il ne voyait pas d'appel au peuple. Je suis fonctionnaire, fier de l'être, et c'est le métier le plus beau du monde. Fin de la parenthèse. Enseigner, c'est le métier le plus beau du monde. Enfin, premièrement, permettez-moi de souligner, y compris peut-être pour vous, la terrible ambivalence de votre rapport au droit du travail. Première partie, le manager Janus, le dieu romain aux deux visages. Premièrement, le visage de face, le droit du travail, c'est que des emmerdes, mais que des emmerdes. Ça sert à rien, ça me pollue la vie, d'accord, et ça ne sert à rien, et ça protège même pas le collaborateur. Des process vus par des fous et faits par des fous. Parfois, même moi juriste, j'ai ce sentiment-là. Alors allons-y. Mais ça sert à rien. Allons-y. Il faut brûler le droit du travail. Ah ouais? Alors le même qui m'a pleurniché sur l'épaule 3 ans avant, il me téléphone toujours après 21 h en me disant, tu te rappelles quand on était à Sciences Po ensemble? Et je lui dis, ok, passe à la seconde partie. Il me dit, pourquoi tu me dis seconde partie? Parce que je sais qu'il y aura une seconde partie. Ah bon? Ouais, je vais y passer. En un mot, quand on me téléphone 30 ans après, en parlant des conférences de Sciences Po il y a 30 ans, c'est pas pour me demander un nouvelle de ma santé. C'est qu'il est arrivé, lui, il a réussi. Il a 400 000 annuels. Lui, virgule. Et il me dit, Jean-Emmanuel, voilà, tu as raison, je téléphone parce que voilà, il y a une fusion et je suis lourdé. Voilà. Est-ce que tu pourrais me dire, et donc là, lui c'est le premier, c'est comme dans Kafka, moi c'est le 800e de l'année. En plus, je suis gratos, donc il n'y a pas de nom de ce GD. Et donc, je lui dis, est-ce que tu as ta convention collective? Tu as une calculette? Alors, vas-y, tu as quelle ancienneté? Convention collective, Transac, on va le menacer d'une plainte au harcèlement moral. Et on termine à 1,819 millions d'euros. Et c'est là ma surprise en tant que fonctionnaire. Il me dit, c'est tout? Il reste poli, tu parles à un fonctionnaire. Et il me dit, mais moi je pensais qu'au bout de 30 ans, enfin, 1,8 million. En un mot, c'est ça qui est très amusant, c'est que quand ils se voient salariés, ils apprécient quand même qu'on puisse négocier une indemnité et faire une grosse transac. Ils se révèlent salariés quand ça ne va pas. Et puis surtout, vous me permettrez de vous indiquer qu'il ne faut jamais oublier que le droit du travail, comme tout le droit, a une fonction d'organisation. J'en prends 3 exemples. Le premier exemple individuel, c'est pourquoi L122.12, L1224.1 vous dit si tu achètes une boîte, tous les salariés restent dans la boîte. Vision d'un manager classique, c'est que des emmerdes, les plus nuls restent, les meilleurs s'en vont, c'est que des emmerdes. Réponse, ouais, c'est que des emmerdes, mais tu rachètes ta boîte le lundi, le mercredi, tout le monde est devant son poste, ce qui ne serait pas le cas s'il n'y avait pas L1224.1. Le droit du travail, il est ambivalent. Il est favorable aux salariés, mais il sert aussi l'intérêt de l'entreprise. L122.12, c'est, vous vous rendez compte, s'il pouvait dire, je me casse, qui se casserait? Les meilleurs. Et vous arrivez dans une boîte qui s'est déstructurée, qui voudrait, surtout dans les entreprises comme Alan et compagnie. Deuxième exemple, l'indemnité de fin de contrat, 10%. Ça sert à quoi? À permettre aux précaires, tout ça. Pas seulement l'indemnité de fin de contrat, vous êtes bien passé pour le savoir, il y a beaucoup de jeunes précaires qui sont précaires dans leur tête. Sur un coup de tête, il dit, je ne viendrai plus, vous l'avez embauché pour 3 mois, au bout d'1 mois et demi, il ne vient pas, il ne donne même pas de raison. Il ne faut même pas invoquer l'abandon de poste, c'est un CDD. Vous l'appelez, il vous dit, ah non, je ne viendrai pas, j'en ai marre de tes conneries. Au 3e appel, vous dites, si tu vas jusqu'au bout, tu toucheras 1/10. Il va rappliquer. C'est aussi l'un des intérêts de l'IFC. C'est fidéliser une main-d'œuvre précaire, extrêmement précaire dans sa tête. Et je ne parlerai même pas de l'aspect purement technique.
Ce n'est pas un grand barbu allemand qui a inventé les délégués du personnel, même exilés à Londres. Ce sont des chefs d'entreprise qui se sont dit, j'ai 600 grévistes dans les années 60, 1860, je ne peux pas négocier physiquement avec 600 personnes. C'est matériellement impossible. C'est un individu. 2, ils ont eux-mêmes 300 revendications. Ça ne peut pas le faire. Vous n'aimez pas les syndicats, mais la question ne se pose pas. C'est un corps intermédiaire nécessaire quand on a 600 personnes. Et allons-y. On me dit les seuils, les seuils. À partir de quand vous ne pouvez pas parler avec chacun d'entre eux? À partir de 50. C'est curieux, non? Ce qu'il faut expliquer à vos managers, c'est que c'est vrai que pour eux, c'est une charge quotidienne. Beaucoup d'ennuis, sans grande efficacité. Mais sans droit du travail, le marché du travail serait déstructuré et les rapports avec les salariés seraient... À chaque fois, il faudrait une négo individuelle. Car ça fixe les règles et sont prévisibles. Voilà pourquoi il faut faire le droit du travail. C'était la première partie, ça ne vous a pas échappé. La seconde partie et la dernière, je suis, en tant que prof de droit, je vous rappelle, c'est 2 parties ou la mort. Il faut savoir les accompagner sur le terrain juridique. Parce que notre société est devenue une société judiciaire. Alors la question, c'est comment qu'on fait? Vieille question. Je prends l'exemple des mines. Tous les ingénieurs des mines ont forcément des cours de droit. Okay, et ça tombe bien, c'est moi qui fais le cours. C'est quoi mon but? Mon but, c'est pas d'en faire des juristes. Pas du tout. Mon but, c'est ce que je leur dis en intro, c'est demain vous serez manager, et j'enseigne le cours des mines, c'est les majors de Normal et le major de l'X. Une population assez redoutable sur le plan intellectuel. Alors, des gens qui seront demain PDG de Total. Résultat des courses, qu'est-ce que je leur dis? Vous êtes mort si vous n'avez pas les connaissances juridiques minimum. Dans le regard des autres, vous êtes mort. Exemple, vous êtes dans un comité exécutif, on vous dit il y a une clause pénale, et vous, croyant faire l'intelligent, vous dites ah bon, il va aller en prison? Et là, si vous voulez, le regard des autres, c'est un gros nul, quoi. Il n'a pas sa place ici. Il n'a pas sa place ici. Alors allons-y, comment faire pour donner cette demi-heure? Moi, ce que je leur dis, c'est, dans l'ordre hiérarchique, il faut leur éviter les grosses gaffes. Les gaffes qui vous décrédibilisent à l'égard de votre PDG et à l'égard de vos subordonnés. 2, avoir les BR, les bons réflexes. Les bons réflexes, c'est un réflexe, c'est pas une pensée. Je reçois un courrier électronique curieusement rédigé sur un point de vue assez juridique. Et bien c'est clair que ce que je réponds, ça va sortir au prud'homme. Et je vous rappelle que les cadres sont la clientèle numéro 1 des prud'hommes. Un cadre sur 3 qui est licencié pour motif personnel va au prud'homme. Un cadre sur 3 qui est licencié va au prud'homme pour motif personnel. En un mot, c'est ça. Et donc, pour les juristes, vous recrutez les vrais juristes. Vous les prenez par exemple à Paris 1. En un mot, pas des... Non mais il y a un vrai souci des facultés de droit. Je suis très fier de la formation des facultés de droit. Mais il faut qu'on se bouge. Surtout depuis le ChatGPT. En un mot, avant, on pouvait se contenter de dire « Récite-moi, aujourd'hui, tout ça, c'est génial, l'intelligence artificielle. Ça nous fait retrouver notre intelligence. » Moi, c'est pour ça que je fais le droit. C'est ce que disait Jules Renard, vous savez. Les juristes qui récitent le code par cœur, les obsédés textuels. Peu importe l'ivresse pourvu qu'on ait le flacon. Voilà. C'est ça un juriste? C'est ça un juriste? C'est un perroquet, c'est pas un juriste. En un mot, il faut leur apprendre la créativité, la réactivité. Et donc, ce que je vous propose sur la formation, c'est 3 thèmes. Comment accompagner vos managers? Il y a la solution haute et la solution nécessaire. La solution haute, c'est grosso modo l'équivalent de ce que je fais à l'école des mines. En un mot, dire, ce type-là va progresser, c'est à haut potentiel. Il faut lui donner les bases du droit tout court, d'accord, et du droit du travail. Ça, c'est comme... c'est long et ça coûte cher. Le minimum minimorum, et là c'est le professeur de droit qui vous parle et qui connaît un peu le contentieux. Le SMIC, c'est quoi? Les former sur 3 sujets. Dans votre intérêt et dans le leur. Vous aurez compris que le problème, c'est pas seulement le procès, c'est la course des réseaux sociaux à allumer quelqu'un et à ne pas lâcher tant qu'il n'est pas à terre. Donc ces 3 thèmes-là sont les plus sensibles d'un point de vue pénal, 3 ans de tôle, 2 ans de tôle, nullité de l'acte, et en termes réputationnels, ce sont les plus dangereux. Donc là, vous devez impérativement former vos managers de première ligne. De première ligne. Vous comprendrez que dans l'ordre des ennuis, tout en haut, il y a la discrimination.
tout en haut, tout en haut, tout en haut, pour des raisons juridiques et réputationnelles. Et pour vos managers, c'est aussi bête, excuse-moi, le droit du travail, c'est pas un droit d'intello, hein, c'est un droit pratico-pratique, d'accord? C'est pour ça que j'en ai fait. Résultat, je vous cite des choses qui, j'espère, vous feront sourire. C'est vous avez des managers proximité qui notent leurs collaborateurs. Il y en a un qui vient, oh la chance qu'il a, d'hériter de la nomination d'un nouveau délégué syndical. C'est une excellente nouvelle pour un chef de département, ça ne vous a pas échappé. Et donc, évaluation annuelle, ça donne. Charles fait beaucoup plus attention à ses fonctions syndicales qu'à mes objectifs. Point d'exclamation. Ça le mènera en correctionnel. Ça veut dire que c'est une prise en compte de l'activité syndicale. Si vous ne le savez pas, vous faites la une du Canard enchaîné, c'est le truc le plus gras, c'est le truc au milieu, vous savez? D'accord. Chez machin, on aime les syndicats. Et un autre, un cadre qui sur un courrier électronique, dit, je cite, ce n'est pas moi qui parle, je cite, ce n'est pas moi qui parle. Salut connasse, virgule. Tu me menaces des conseils de prud'homme, tes conseils de prud'homme, je me les fous. Où tu penses, salut. C'est le genre de courrier électronique qu'il vaut mieux pas renvoyer. Premièrement, la discrimination. Et pour un droit du travail spécialement à l'égard grévistes, militants syndicaux, hommes-femmes, évidemment, d'accord? Si vous ne prenez pas le droit, on a un vrai souci. Deuxièmement, les harcèlements, sexuels, moral. Harcèlement sexuel, je vous rappelle que la guerre des sexes est commencée et qu'on a aujourd'hui 4 infractions en matière sexuelle. 4. Des délits. La dernière était contraventionnelle. Maintenant, c'est délictuel. Le ex-harcèlement de rue est devenu un délit. Il faut faire de la formation juridique et pratique, pas juridique et pratique, sur le harcèlement. Mais le gros morceau, c'est le harcèlement moral. Traduisons aujourd'hui le harcèlement managérial. C'est là-dessus que les managers ont le maximum de risques, et j'insiste beaucoup pour les écouter. Vous devez protéger vos managers, parce que moi, si je connais rien en droit du travail sur le harcèlement managérial, je tombe sur un type qui a lu les bons ouvrages, et qui me dit, vous savez que l'un de vos collègues a pris 1 an avec sursis et 50 000 € d'amende parce qu'il m'a traité de cette façon-là. Vous n'avez aucune connaissance, vous flippez. Et s'il est habile, il vous dira, et je vous rappelle que ce n'est pas le DRH qui prend, hein. Ah non, c'est toi qui m'as mal parlé. Et tu penses que tu vas faire payer ton amende par l'entreprise? Non. C'est un abus de bien social. Tu payeras sur tes frais. Le cadre, il flippe complètement, mais complètement. Vous devez garantir au cadre qu'en cas de problème, c'est vous les couvrirez. Les frais d'avocat, dans un arrêt de juillet 2022, c'était 150 000 € de frais d'avocat d'expert. 150 000 € de frais d'avocat et d'expert. Si vous me dites, tu vas devenir manager et que mon prédécesseur s'est pris 150 000 € de dommages d'intérêt, etc., stop, c'est bon. En un mot, vous mettez en cause mon propre patrimoine. Enfin, j'en terminerai par le... J'aime pas beaucoup en parler parce que c'est la bouteille à l'encre. Je ne dirai pas du mal des sociologues. Loin de moi cette idée. C'est bien, continuez. Enfin, les RPS, ça commence où, ça finit où? La vie est pleine de risques. R. Dans la vie amoureuse, on a des grosses déceptions. On flippe. Les RPS, c'est un risque tout à fait considérable. Et grosso modo, vous devez garantir vos cadres contre les grosses gaffes qui sont prêtes à faire. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. On n'envoie pas de mail le dimanche matin. Point barre. D'accord? Point barre. On se condamne pas. Si tu le reçois, c'est pas grave. Ça fait rire les juges. D'accord? Rire les juges. Et puis je terminerai par le pire pour les cadres. C'est la délégation de pouvoir. Je traduis. Pour un manager à qui vous déléguez vos pouvoirs, il y a ce que vous dites, et vous avez raison, la DP, c'est une nécessité organisationnelle. Tu prends la direction d'un service santé C1, tu as la NDP. Mais écoutez vos troupes, écoutez vos managers à qui vous déléguez. Ils vous diront, ah ouais, c'est parce qu'il ne veut pas aller en tôle, et puis c'est tout, d'accord? En un mot, c'est le mistigris juridique, la délégation de pouvoir. C'est la patate chaude. Et qui pourrait me dire pas du tout? Qui oserait me dire pas du tout? Personne ne veut trouver devant un juge d'instruction un aspect. Vous devez dire, la délégation de pouvoir, c'est pas pour t'envoyer en tôle à ma place. C'est que pour surveiller tel chantier ou telle chose, il n'y a que toi qui es sur place qui peut le faire. Et si tu as un problème, je te garantis que tu auras l'intégralité de la protection de l'entreprise. Avocats, experts, etc. En un mot, il faut rassurer vos managers qui ont peur. J'en terminerai par quelqu'un que j'aime bien qu'il soit trop sentimental. Alfred de Musset. 1840, révolution industrielle, et puis
Musset disait « L'ancien monde n'est plus, le nouveau monde n'est pas advenu, voilà le secret de nos mots. » Merci. Merci pour ces propos décapants, parfois corrosifs. Promis, normalement, on va réenchanter aussi la fonction managériale dans la suite de cette table ronde, et c'est l'objectif. Je crois, avant d'enchaîner sur nos échanges, je crois, Jean-Philippe, que vous vouliez réagir à un certain nombre de propos, réagir en sociologue aux propos du juriste, et donc pouvoir réagir. Oui, merci. J'ai beaucoup apprécié vos propos de juriste. Alors, moi, je suis que sociologue. Et contrairement au droit, la sociologie n'est pas indispensable. En fait, la sociologie, on en fait tout le temps. Dès qu'on voit d'autres personnes dans la société, on en fait de façon informelle. Mais on peut très bien vivre en société sans lire tous les ouvrages sociaux, contrairement aux ouvrages de droit, semble-t-il, et aux formations. Moi, je suis comme mon collègue. Je fais le plus vieux métier du monde. Je suis enseignant. Et donc, effectivement, quand on est enseignant, on a l'habitude d'avoir en face de soi des gens de différents âges. Et moi, je n'ai pas 2000 enfants par an, mais j'en ai un certain nombre quand même. Et surtout, je suis très agréablement surpris. Je vous remercie de m'avoir invité parce qu'il y a aujourd'hui un mélange d'âge qui est intéressant et qui correspond à la variété des profils que l'on a chez les managers. Il y a des gens, je dirais, d'âge mûr, et puis il y a des gens jeunes. J'ai un critère très objectif sur les gens jeunes, ce sont les gens qui sont plus jeunes que moi. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont très jeunes. Juste pour rebondir très rapidement sur ce qui a été dit. Je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui a beaucoup changé avec le Covid, et il faut le dire, et on a fait une enquête qui est versée aux Archives nationales du monde du travail et que vous pouvez regarder en ligne. On a interrogé une trentaine de grands patrons sur ce que le Covid, 42 d'ailleurs, en fait plus qu'une trentaine, 42, ce que le Covid a changé pour eux. Et c'était les grands patrons, les patrons de Total, de Vinci, etc. Et alors, c'était très intéressant de voir leurs réactions, leurs réponses. On a publié un certain nombre d'articles là-dessus. C'est en accès libre aux Archives nationales du monde du travail. Et en fait, ce qui a changé pour eux, c'est que ça les a obligés à réinventer beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui étaient en train de... un peu dans l'air du temps, des transformations, etc., comme l'a dit mon collègue. Effectivement, en l'espace d'une semaine, on est passé nécessairement au télétravail. On a quelquefois supprimé des échelons entiers dans les organisations en se disant, mais finalement, il y a un échelon dont on n'a plus besoin. Bon. Donc ça a changé beaucoup de choses, mais ça a changé quelque chose qui est fondamental aussi pour le rapport au travail, le rapport, je dirais, juridique au travail. C'est que le travail, ce n'est plus attaché à un lieu, et ce n'est pas non plus attaché à des horaires. Et ça pose aussi plein de questions, finalement, et des questions qui sont aussi des questions personnelles, psychosociologiques. Si avec les nouveaux outils, on peut travailler à tout moment, ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières entre l'espace privé et l'espace professionnel, ça peut être un avantage, et en même temps, c'est un envahissement. Donc, ce n'est pas uniquement le Covid, mais c'est aussi tous les outils avec lesquels nous travaillons, notre ordinateur de poche qui est notre téléphone, et puis nos connexions, les connexions que vous avez. Donc ça a changé beaucoup de choses, et ça a changé beaucoup de choses dans notre rapport au travail. Et on sait maintenant que le télétravail a plein d'avantages, mais aussi plein d'inconvénients, notamment la solitude. L'individu qui est seul chez lui, etc., ou seul avec des enfants, alors il y a eu tout un tas de vidéos assez drôles, vous voyez les enfants passer, etc., bon, il regrette, ou il peut regretter, ou en tout cas, il peut être dans une situation un peu plus fragile que quand il travaille avec d'autres personnes et avec lesquelles il peut interagir. Ça a d'autres impacts qui ont été vus aussi sur la créativité. Dernier point sur ce qui a été évoqué sur les risques psychosociaux. La difficulté pour les managers, c'est qu'on ne sait pas mesurer la frontière entre un travail où le manager est très impliqué et puis le moment où il est trop impliqué, où il est dans le surtravail, où il travaille beaucoup trop. J'ai tendance à dire quelquefois, notamment à mes doctorants, ce qui repose, c'est de réussir dans la vie. Si vous avez beaucoup travaillé, mais que votre thèse avance bien, que vous faites de bonnes publications, que vous êtes invité à des conférences, vous vous sentez reposé. Ce qui fatigue, ce n'est pas uniquement de beaucoup travailler, mais c'est aussi d'échouer ou d'être dans le demi-échec ou la demi-réussite, c'est-à-dire de toujours être en deçà de ce que l'on attendait. Mais le manager qui
réussit bien, eh bien, il peut surtravailler pendant très longtemps. Et puis à un moment donné, ça ne marche plus, et là, il va s'effondrer. Mais il ne travaillait pas beaucoup plus après qu'avant. C'est aussi que le travail n'a pas donné la même chose, lui a pas donné les mêmes satisfactions. Donc il y a quelque chose qui est effectivement difficile à apprécier dans les risques psychosociaux, et c'est pour ça que c'est un vrai enjeu. Le dernier enjeu, et après je m'arrête, parce que c'est que, et ça j'ai travaillé là-dessus sur un livre qui vient de sortir, j'ai pas de promotion de master à faire ici, mais j'ai sorti un livre qui s'appelle « Pouvoir faire un beau travail », et sur le fait que ce qui rend aussi le travail possible et agréable, quand on est manager, mais pas que manager, c'est que quand on a le sentiment de pouvoir faire justement un beau travail, c'est-à-dire un travail satisfaisant selon les critères du métier que l'on fait. Et si on n'a pas cette possibilité-là, alors effectivement on rentre dans une spirale de dévalorisation du travail que l'on fait, et donc de dévalorisation de soi, parce que le travail bien fait, c'est un support d'identité. Quelqu'un qui a l'habitude de faire un bon travail, qui fait un juriste. Moi, je me souviens, j'ai une amie qui était à la Cour de cassation et qui me parlait de certains arrêtés très bien écrits, etc. Bah, voilà. Tout métier génère ses propres critères de qualité. Mais si on n'a pas la capacité à bien faire son travail, que ce soit une bonne présentation si on est consultant, que ce soit un beau contrat si on est dans des activités commerciales, eh bien on est frustré, et cette frustration devient un problème d'identité parce que c'est un support d'identité, le beau travail. Voilà. Merci beaucoup pour cette première réaction. Je pense qu'on reviendra sur cette notion de beau travail et de ce qui permet de peut-être réenchanter les fonctions managériales. Et peut-être avant de passer ça, à Anne Ruelleux, je pense que vous vouliez réagir justement sur ce que venait de dire Jean-Philippe Bouilloux sur des éventuels droits à la déconnexion, apparition des nouveaux outils et les changements induits dans les années récentes par les circonstances. Je pense. Donc la Covid a accéléré évidemment le télétravail. On a donc mis en place un accord télétravail qui est basé sur la confiance, et c'est un choix en fait. Télétravail aussi possible à l'étranger, et à la fois évidemment c'est accompagné par des formations, et c'est aussi monitoré, c'est-à-dire que tous les mois au niveau du groupe, il y a un sondage qui permet de définir si les gens se sentent bien ou envie, etc., et se sentent accompagnés. Et donc les résultats sont extrêmement positifs par rapport à ça. Et aussi, il y a effectivement l'accord sur la déconnexion, et donc une formation là-dessus, avec, comme vous l'avez dit si bien, des messages qui rappellent effectivement qu'avant 8h30, il ne faut pas envoyer de message, que le week-end, etc., il ne faut pas en envoyer, et après 18h30 non plus. Voilà. Donc il y a tout un système, je dirais, de formation, de proximité, en fait, très fort dans la société. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà finalement lancé des pistes pour ce qu'on abordera à la fin de cette table ronde sur quelles solutions envisager pour redonner aux managers la capacité à réaliser leur travail, à peut-être faire un beau travail. Je voulais peut-être qu'on aborde un petit peu aussi le baromètre et ses principaux enseignements qui sont vraiment au cœur de l'étude. Finalement, est-ce que ces résultats vous ont étonné ou pas, Jean-Philippe Bouilloux, les différents résultats qu'a rappelé aussi Magali Girard tout à l'heure, et en quoi est-ce qu'ils résonnent avec un certain nombre d'éléments que vous avez pu développer, par exemple, dans vos ouvrages? Alors, en fait, les résultats ne m'ont pas tellement étonné, qu'ils correspondent effectivement à d'autres choses qui ont été vues et étudiées par moi et par plein d'autres. Il y a le côté paradoxal où effectivement on peut être satisfait de son travail, et en même temps on veut en changer, et en même temps on ressent du stress, et en même temps on peut avoir des anxiétés, et qui ont été rappelées par notre collègue juriste, qui est que effectivement plus on monte dans la hiérarchie, plus on a des enjeux qui sont des enjeux judiciaires, et qui deviennent de plus en plus importants. Ce que j'avais développé cette dimension paradoxale du rapport au travail des managers, parce qu'effectivement, ils sont coincés entre une direction qui attend d'eux des performances, et puis en même temps, ceux qui sont en dessous d'eux, qui attendent de l'attente, etc. Et donc, ils sont obligés de faire le filtre
dans les hiérarchies. Mais ce filtre-là est un filtre qui finalement qui n'a pas de lieu d'écoute, qui n'est écouté par personne. D'autant plus qu'en France, on a un taux de syndicalisation des cadres qui est beaucoup plus faible, par exemple, qu'en Allemagne. Et donc, il n'y a pas d'espace tiers, il n'y a pas d'espace collectif dans lesquels les cadres peuvent s'exprimer. Et on retrouve bien cette solitude dont parlaient certains cadres. Et donc, c'est aussi ce malaise psychologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de lieux collectifs où les cadres peuvent parler entre eux. Alors, dans certains grands groupes, il m'est arrivé d'animer des groupes qui sont une sorte de groupes de parole, en fait, qui sont des groupes de supervision où des cadres parlent entre eux des problèmes qu'ils rencontrent, mais ça n'existe pas beaucoup, ça n'existe pas toujours, et les cadres sont effectivement dans une situation de solitude qui est assez importante. Finalement, ce paradoxe des managers en apparence plus errés, en réalité plus stressés, c'est des choses que vous voyez, vous, dans un groupe comme Capgemini, sur les populations que vous accompagnez? Je dirais que par rapport au fait que les jeunes managers soient plus stressés, ça me paraît un peu, je dirais quelque part évident, parce que c'est une prise de fonction un peu nouvelle. Donc pour ça, comme je vous l'ai dit, on les accompagne énormément. Il y a plusieurs niveaux, je dirais, de formation. Donc pour les plus jeunes, on a une formation qui est au niveau du groupe. Donc quand même on est à peu près 370 000. Donc c'est ce qui s'appelle Connected Manager, qui dure plus de 6 mois. Et pour les plus expérimentés, il y a une formation qui s'appelle Making Leaders. Donc c'est pour avoir notre modèle de leadership. Donc là, c'est pour les plus expérimentés et qui est faite avec l'EM Lyon. Voilà. Donc il y a vraiment ces formations qui sont très solides. Et par ailleurs, tout individu dans la société a un carrière manager. Et tous les carrière managers sont formés. Voilà, sont formés. Et après, donc il y a plusieurs niveaux de managers. Il y a des managers qui sont managers sur mission, d'autres qui sont managers en fait hiérarchiques, et il y en a assez peu en définitif, ou bien managers parce qu'on a justement un filleul qu'on accompagne. Et voilà. Et aussi, en fait, l'ensemble de ces populations, je dirais, de managers très diverses, sont suivis par un binôme qui est donc un manager de proximité et une RRH. Et les RRH sont véritablement très formés chez nous pour justement pouvoir toujours accompagner. Et après, je dirais, au-dessus de la RRH, il y a la DRH, et après, tout le temps, enfin, on connaît tous, moi-même qui m'occupe, je dirais, que du recrutement, on a une ligne directe vers un avocat qu'on connaît tous très bien. Voilà, donc, vous voyez, il y a beaucoup de, je dirais, quelque part, de courroies, d'aide, voilà. Et après, on a effectivement, par rapport à tout ce qui avait été évoqué, notamment le harcèlement, etc., on a des formations obligatoires, donc ça très très suivi, donc notamment celle-là, et après des lignes directes, vous voyez, des lignes rouges connues, vraiment c'est affiché partout en cas de problème. Voilà. Je vais revenir sur quelque chose que vous venez de parler. Vous avez parlé notamment de la situation des jeunes, et effectivement c'est l'un des focus du baromètre sur, alors peut-être est-ce que ça s'explique par le déficit d'expérience. Il y a une autre population sur laquelle on a fait un focus particulier, qui est celui des femmes managers, et sur lequel je trouve qu'on a des résultats qui sont hyper intéressants sur le fait qu'elles sont moins managers que les hommes, et ça traduit des différences et des inégalités de trajectoire professionnelle, mais manifestement elles le vivent mieux. Alors elles sont dans des contextes différents, des entreprises parfois plus petites, des équipes plus petites, mais quand on les interroge sur leur niveau de stress, leur niveau de fatigue et tout ça, on a des résultats qui sont supérieurs et plus positifs que quand on interroge le reste des managers. Comment est-ce que vous interrogez, ou vous voyez, vous comprenez ces résultats? Nous, enfin, on observe en général pas véritablement de différence, je dirais, en termes de satisfaction ou pas, mais très souvent, les femmes, les jeunes femmes se sentent moins légitimes. Donc on a tout un travail sur, donc il y a le Woman at Capgemini qui est aussi très fort, sur des accompagnements sur comment battre ce syndrome de l'imposteur. Vous voyez, voilà, pour vraiment les accompagner. Et donc on a aussi, là, plus globalement, sur l'ensemble de la société, on a tout un système de mentorat dédié aux femmes, mais pas que, mais voilà, donc qui aide aussi à je dirais, à prendre des fonctions de manager. C'est-à-dire qu'elles, naturellement, elles sont peut-être moins désireuses, vous voyez, de passer à ce grade-là. Donc voilà, elles ont besoin de plus d'accompagnement, ce qu'on fait. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose qui a beaucoup été travaillé par mes collègues en RH et qui a une sorte de mystère. Enfin, pas un mystère, mais en tout cas, il y a une vraie différence. Un homme, quand il est promu,
il se dit chouette, je les ai tous niqués. Bon. Il est content, il y a quelque chose, voilà, d'une satisfaction, je dirais, presque animale, etc. Une femme, quand elle est promue, souvent elle se dit, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être légitime? Est-ce que je vais être accepté? Etc. Et donc il y a une remise en cause qui, à mon avis, est une grande aide managériale pour les femmes managers. Et je pense que les femmes managers sont souvent à l'écoute beaucoup plus de leurs équipes. Alors, c'est compliqué de faire une généralité, mais il y a des enquêtes qui existent, et les résultats d'ailleurs le montrent, parce que dans votre enquête, vous montrez que vraiment, certaines qualités qui sont associées au management, elles se retrouvent plus du côté des femmes que du côté des hommes. Et ça se comprend, mais ça se comprend, ça se voit aussi dans l'enseignement. Moi, j'ai des étudiants qui sont... J'ai une étudiante allemande qui est à Londres, qui passe son temps à m'envoyer des messages parce qu'elle n'est pas tout à fait sûre de son mémoire, etc. Alors je lui dis, bon, à un moment donné, ayez confiance en vous, parce que les choix que vous faites sont corrects, etc. Elle me dit, ah oui, je suis beaucoup plus stressé. Mon compagnon, lui, il n'est pas du tout stressé, c'est-à-dire que lui, en fait, il ne faut rien, et il va bricoler un truc rapidement, peu de temps avant de devoir rendre son mémoire. Et donc, il y a quand même un rapport au travail, un rapport à la confiance en soi qu'il faut vraiment travailler. Et qu'il faut vraiment travailler. Alors, nous, on le voit bien dans les écoles de commerce. Hein, les étudiants plus sérieux sont souvent des étudiantes quand même. Hein, bon, et on commence à voir un certain nombre de... Voilà, on a 50% à peu près, 49, autour de 49, 51, etc., d'un côté ou de l'autre. Donc il y a vraiment une question de oser se faire confiance, oser avoir confiance en soi, oser dire, bah oui, c'est bien, je suis un poste de manager et je vais y arriver. Et ça va marcher. Et effectivement, nous, ce qu'on éduque aussi à nos managers, c'est de regarder autrement, je dirais, nos collaboratrices. C'est-à-dire qu'on les incite à leur dire, poussez-les à passer au grade suivant, accompagnez-les, parce que naturellement, elles ne viendront pas vers nous, enfin vers vous, pour le dire. Alors qu'effectivement, nos hommes, voilà, naturellement, même moins près, vont se considérer très naturellement très près. Et d'eux-mêmes, moi qui m'occupe du recrutement, dans une annonce de recrutement, les femmes commenceront, d'ailleurs on essaie d'être pas trop détaillé, parce qu'en fait on s'est aperçu que les jeunes femmes, les femmes, veulent tout cocher pour répondre. Alors qu'un homme, il voit 10 éléments, il se dit il y en a 2, bon on y va, voilà. Donc en fait, pour essayer justement de capter ces populations féminines, voilà, on essaye d'être moins précis sur tous les critères, parce que sinon on se dit elles ne vont pas répondre. Voilà. Peut-être juste pour rebondir sur ces propos-là, vous parlez finalement aussi du désir de devenir manager. L'un des enseignements de l'enquête, c'est que finalement moins d'un tiers des non-encadrants envisagent ou souhaiteraient devenir manager. Est-ce que on peut de cela tirer une forme de généralité qui est que la fonction de manager n'attire plus, alors peut-être avec des différences entre salariés hommes ou femmes, mais voilà, est-ce que ces fonctions managériales n'attirent plus parce qu'elles sont trop complexes, parce qu'elles viennent avec peut-être trop de responsabilités juridiques, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que vous voyez des choses comme ça, des salariés qui finalement n'envisagent pas cette voie-là? Non, on l'a pas noté. Après, il y a des... Capgemini, c'est un grand groupe, vous l'avez compris. Donc, il y a une partie qui est, par exemple, le conseil. Naturellement, les gens qui sont dans la partie conseil veulent tout de suite devenir manager. Voilà, mais je veux dire, c'est lié à la formation initiale. Après, des populations plus techniques qu'on a, je dirais, des populations de développeurs informatiques, voilà, naturellement, ont un peu moins cette appétence. Mais non, on n'a pas noté je dirais de choix. Par contre, on a ressenti avec le Covid besoin de plus d'accompagnement. Plus d'accompagnement parce qu'il faut gérer une population qui est à la fois en présentiel, en virtuel, donc leur expliquer voilà, comment il faut adapter le mode de management, avec pour certaines populations un isolement, donc des risques psycho plus importants. Voilà, donc voilà, besoin de plus de formation, plus d'accompagnement, plutôt dans ce sens-là. Alors je pense que ça ouvre tout à fait sur la prochaine partie de la prochaine séquence de notre table ronde, finalement un peu sur les solutions. Vous parlez d'accompagnement comme l'une des solutions envisagées pour voilà, accompagner les managers. Jean-Philippe Bouillou, vous êtes intervenu dans de nombreuses organisations, on le disait tout à l'heure, entreprises privées, groupes publics. Est-ce que vous avez vu des recettes ou en tout cas des méthodes pour faire que les managers se sentent mieux et en tout cas tourner vers cet objectif?
Alors oui, j'ai vu des choses, j'ai vu beaucoup de choses. Certaines n'ont d'ailleurs pas réussi du tout. Parce qu'une des choses qui est faite le plus souvent, c'est d'essayer de créer des espaces où les managers puissent justement sortir de leur isolement, faire part de leurs problèmes, travailler entre eux, etc. Ou faire des formations adaptées aux besoins qu'ils ressentent. Et dans ces formations, ils vont parler justement des problèmes qu'ils ressentent avec des gens qui sont un peu leurs homologues. Et ça c'est pas inintéressant. Mais c'est pas inintéressant avec toujours aussi un moment de frustration. Bon, après, je reviens à mon travail et qu'est-ce que ça change ? Alors ça change un peu mon rapport au travail, je mets peut-être un peu plus de distance par rapport à ce qui se passe, je réfléchis un peu plus à mon statut, à ma manière de fonctionner, etc. Ça ne va pas changer toute l'organisation. Et en fait, la prise de conscience qui se fait souvent, c'est que le manager, il n'est pas toute l'organisation, mais il est un petit bout de l'organisation. Donc il ne peut pas tout faire dans l'organisation, il ne peut pas tout changer, mais il ne peut pas non plus rien faire. Il y a toujours une marge de manœuvre, quelque chose qu'il peut faire. Et donc il y a effectivement des enjeux de formation, il y a des enjeux de trouver des espaces de parole qui soient des espaces pertinents, où on n'ait pas le sentiment de perdre son temps. Il y a eu les lois Auroux dans les années 80 qui ont perduré jusqu'à maintenant, mais en fait qui sont devenues vides de sens. Mais ça participait du même constat. C'est que les gens ont besoin de parler hors hiérarchie, des enjeux de travail, de difficultés au travail qu'ils ressentent. Donc, effectivement, ça passe beaucoup par de la formation, ça passe beaucoup par créer des espaces, je dirais, personnels. Ça passe aussi par une réflexion sur l'organisation en elle-même. Alors, il y a eu tout un tas de travaux qui ont été faits sur les entreprises dites libérées, etc., avec tout un tas de débats autour de ça, sur la fonction managériale. Mais quelles que soient les réussites ou les échecs de ces organisations, ce qui est important, c'est d'en parler et de réfléchir collectivement sur l'organisation que l'on veut. Et ça me paraît être une chose effectivement importante. Et on trouve des organisations, même de type coopérative, qui marchent très bien, type Ticket Restaurant ou autre, enfin qui ont marché très bien en tout cas pendant très longtemps. Donc c'est relativement intéressant de voir comment une organisation peut se transformer elle-même. Et cette idée de se transformer soi-même, de réfléchir ensemble sur l'organisation que l'on veut, sur le mode de structure, de management que l'on veut, ça c'est quelque chose qui, à mon avis, peut aller dans le bon sens. Je veux peut-être rajouter quelque chose justement par rapport à la formation avec des pairs. On a mis en place quelque chose qui fonctionne et mes équipes aussi l'ont eu au niveau les managers, ça s'appelle le co-développement. Et les retours sont extrêmement positifs. Donc c'est à la fois du co-développement avec des externes qui animent ces sessions de co-développement, en l'occurrence mes équipes, les équipes RH, mais l'ensemble des managers ont ça. Et on a aussi formé en interne le binôme dont je vous ai parlé, les managers de proximité et les RH pour elles-mêmes pouvoir faire des sessions de co-développement. Et ça, franchement, j'y crois beaucoup. Et je pense qu'aussi, ce qui est intéressant pour changer quelque part une organisation, c'est le bottom-up. Et nous, on est une organisation où beaucoup de transformations ont été apportées justement par la base, je dirais, par les salariés qui ont pris et qui maintenant ont véritablement changé une organisation. Et je pense que ce qui est aussi important de développer, c'est la culture du feedback. Donc, et de former nos managers pour, je dirais, appréhender positivement des remarques qui, a priori, peuvent peut-être mettre en cause leurs compétences en tant que manager, mais rester ouvert véritablement au ressenti des équipes qui, en fait, dès qu'il y a un ressenti, c'est qu'il y a quelque chose qui est important à intégrer et en faire quelque chose. Et tout ça, je pense, libère la parole et est essentiel. Voilà. On voit que vous parlez beaucoup sur les espaces de discussion, sur la capacité à instaurer un dialogue. Paul, tu voulais réagir sur ces éléments? Pardon, juste un dernier élément. Je pense qu'au-delà de la formation, ce qui est aussi important, c'est pour les managers de les valoriser. Et par exemple, je pense que la valorisation peut passer par des webinars où en fait vraiment la direction s'adresse spécifiquement à cette population, ou des espaces de Teams pour échanger en direct avec la direction. Mais je pense qu'aussi, il y a aussi un traitement au-delà de la formation un peu particulier pour ces populations. Non, mais ce que j'ai entendu, qui pour le coup résonne énormément, il y a effectivement le sujet de la communication et le fait que ça circule, et ce que vous disiez sur la partie espace de communication hors hiérarchie. Et c'est là, alors ça peut soit se traduire, comme on le fait chez nous, en dissociation même des rôles, mais en tout cas créer cet espace-là est peut-être la priorité. Nous, je le vois peut-être un peu pour faire résonner
à la fois ce qui moi m'a le plus marqué dans le baromètre, qui est, vous parliez de paradoxe du manager tout à l'heure, mais peut-être que leur beau travail à eux, il vient justement de l'impact que j'ai sur les équipes, malgré le stress. Et il y a un vrai appétit, nous on le voit, de partager, de laisser aux personnes la capacité d'avoir le temps là, que ce soit reconnu dans leur travail. Parmi les grilles d'évaluation chez Alan, il y a une dimension qu'on appelle Team Growth, donc elle mesure de l'impact sur la croissance de l'équipe. Et ça, c'est une dimension qui est extrêmement valorisée au-delà de mes objectifs techniques et quantifiés. Donc ça, c'est, je pense, vraiment un premier axe. Et la deuxième partie, sur la partie, on parlait paradoxe des managers, et pour revenir un peu sur ce que disait Jean-Manuel Rennes, on le voit sur la partie RH, là où les managers viennent nous chercher en aide, il y a effectivement parfois la partie juridique, c'est-à-dire j'ai peur parce que je suis confronté à la situation, et je crois beaucoup à la partie rassurance, comme il le disait, on va t'accompagner, on a l'expertise. Mais au-delà de ça, il y a quand même deux éléments qui n'ont pas été complètement abordés pour moi. Le premier qui est dans, finalement, à nouveau, les chiffres du baromètre le montraient, mon équipe, j'y tiens, je veux être présent pour eux. Je ne peux pas sauver tout le monde, donc donnez-moi aussi les moyens d'apprendre à les écouter, à communiquer avec eux. C'est ça qu'on n'a pas tous et on n'a pas forcément ces qualités-là. Donc ça, c'est, je pense, vraiment le premier point essentiel. Et deuxièmement, il est aidez-moi à appréhender. On disait tout à l'heure, ce qui est difficile avec les RPS, c'est qu'on n'arrive pas à se dire en fait, où est la limite. Vous étiez le premier à l'évoquer tout à l'heure. Et finalement, dans notre obligation qu'on a de garantir la santé et la sécurité au travail, les troubles musculo-squelettiques, c'est presque facile. On a les solutions, c'est les mesurer. Je sais que la lumière, elle est bonne. Je sais que mon bureau se règle à la bonne hauteur. Et finalement, ça, j'ai des moyens. En revanche, quels moyens on leur donne, nous, concrètement, pour aider à faire face et à montrer qu'ils ont fait tous les efforts, tout ce qui était leur possible pour aller s'occuper de ces sujets-là dans leur équipe. C'est beaucoup plus difficile, c'est ce qu'on essaie de faire avec Alan Mind par exemple, pour donner des solutions tangibles, regardez, voilà des solutions concrètes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, et l'entreprise a fait les efforts aussi. Parce que quand vous parliez tout à l'heure du télétravail, je trouve que c'est un des paradoxes que nous on ressent le plus en tout cas, qui est cet écart entre à la fois l'aspiration de plus de liberté, plus d'autonomie, plus de télétravail, pas de flicage. Jean-Manuel Ray parlait tout à l'heure du forfait jour et du télétravail. On est dans cette dimension-là qui, si je caricature et je pousse le trait jusqu'au bout, arrive en position quasi freelancer dans l'entreprise, tout en étant avec un statut de CDI, mais une position de freelance. Mais le jour où quelque chose déraille, là je reviens intégralement vers la RH et l'entreprise parce que vous êtes responsable de mon bien-être mental. Et je trouve qu'on retrouve un peu ça dans les chiffres du baromètre aussi. Paul, tu parlais de capacité à écouter, à entendre pour un manager ce que les équipes ont à dire. Anne, vous parliez tout à l'heure de formation pour les parcours de manager. Est-ce que c'est des formations qui sont très centrées sur les hard skills ou justement aussi sur toutes ces postures finalement qui peuvent aider à prendre un poste de manager et comment est-ce qu'on accompagne justement des gens qui vont devenir managers ou qui le sont déjà dans l'apprentissage de cette posture, et est-ce qu'on le retrouve dans vos parcours? Non, on parle beaucoup de la posture, et là par exemple il y a donc, ce que je vous ai déjà évoqué, notre leadership model qui en fait est connu. Enfin là il y a des formations, il y en a une demain, il y en a une la semaine prochaine, vous voyez, c'est vraiment au niveau du groupe, hein, donc voilà, toutes ces formations sont dispensées à tous les échelons pour véritablement comprendre notre modèle de leadership. Et pourquoi je vous en parle? Parce que dedans il y a 5 critères, dont un qui est Talent Magnet. Et Talent Magnet, c'est effectivement avant tout attirer les gens, mais les faire grandir, les faire se développer. Et ça, ça passe aussi par l'écoute, par le fait que, par exemple, moi je vois beaucoup de gens partir dans mes équipes, ce qui ne m'arrange pas. Mais voilà, naturellement, il faut favoriser le fait que les gens se développent ailleurs, à droite, à gauche. Vous voyez, voilà, donc tout ça, en fait... je dirais, enfin après, il y a peut-être des gens qui sont complètement étanches à tout ça et n'entendent pas, hein, voilà, on n'est jamais à l'abri, mais il y a suffisamment, je dirais, puis comme je vous ai évoqué là, le fameux sondage, c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que tout le monde peut voir, vous voyez, le taux d'engagement de mes équipes, le taux de satisfaction de mes équipes, voilà, la granularité est vraiment précise. Et on peut voir l'évolution, enfin voilà, et tout ça est très suivi. Donc c'est assez, en fait, on est bien outillé. Voilà. Mais effectivement, ça passe beaucoup par les soft skills, par l'écoute, qui est essentielle. Oui, le management, c'est avant tout de l'écoute. Hein. Et beaucoup de gens pensent qu'être un manager, c'est être celui qui parle le plus fort, de façon le plus définitive. Mais un bon manager, c'est quelqu'un qui parle très peu et qui écoute beaucoup.
hein. On a des problèmes en haut lieu dans ce pays, avec des gens qui sont dans une métaphore managériale, mais qui, à mon avis, auraient été remerciés dans des entreprises privées, parce que, justement, par défaut d'écoute. Vous parlez de votre activité, mais l'activité de conseil, on sait qu'il y a un fort turnover, je dirais, structurellement. Si vous êtes dans des entreprises comme celles pour lesquelles j'ai travaillé, comme la SNCF par exemple, où j'ai fait pas mal de missions, vous êtes là sur des managers qui vont rester très longtemps. Et l'enjeu du management, il est différent à deux niveaux. Déjà parce que dans le conseil, on a des gens qui sont plutôt très diplômés, très motivés, plutôt avec des moyennes d'âge qui sont très jeunes, hein, en dessous de 30 ans en général, autour de 30 ans. Dans le groupe, c'est plutôt à 40 ans. À 40 ans. Ouais. Bon, d'accord. Mais ça reste quand même assez jeune. Assez jeune. Je pensais pas que c'était aussi âgé chez Capgemini. Mais quand vous êtes dans des entreprises industrielles, vous êtes dans un monde où les gens vont rester plus longtemps. Et donc les enjeux de management sont très différents. C'est-à-dire quand vous êtes pendant 10 ans, 15 ans avec les mêmes personnes, ou même si vous changez au bout de 4 ans ou 5 ans, vous avez une culture très forte, les gens ne vont pas bouger, ils peuvent être statutairement liés. Donc là, vous êtes face à une vraie réalité du management. Et s'il n'y a pas d'écoute, là, vous êtes mort. Vous êtes mort parce que déjà, il faut non seulement être à l'écoute, mais être sensible un peu aux signaux faibles. Un des signaux faibles, quand même, c'est par exemple les rythmes de travail. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir des gens qui travaillent trop, il faut d'ailleurs, par rapport à cela, proposer des règles. Il y a des entreprises qui disent qu'après 19h et le week-end, on n'envoie pas de mails professionnels, etc. Ou alors, même si par hasard on en envoie, parce que, etc., mais il faut vraiment stipuler qu'on n'attend pas avant lundi 8h30 de réponse, etc. Et pas de mail tous les soirs après 19h, déjà ça change quelque chose, c'est-à-dire que ça oblige à faire un travail faisable. Si on ne peut pas faire un travail normal, dans des heures normales, c'est-à-dire soit qu'il y a trop de travail, soit que le travail est mal organisé. Et très souvent, on s'aperçoit, et ça en est beaucoup parlé, sur le fait que les cadres ont le sentiment de passer beaucoup de temps dans des réunions qui sont finalement un peu inutiles de coordination, mais qui sont liées aussi à la complexité des organisations. Plus l'organisation est complexe, plus elle a besoin de coordination et plus de réunions de coordination, qui sont des réunions à faible valeur ajoutée. Et ça nous renvoie un petit peu à une motivation. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas prendre des postes de responsabilité ou de cadre, parce qu'ils ont l'impression que le travail a moins de contenu. Ils savent faire quelque chose qu'ils font bien, mais s'ils sont superviseurs, s'ils sont contremaîtres, s'ils sont cadres, etc., ils vont passer leur temps dans des réunions qui, pour eux, n'ont pas beaucoup d'intérêt, et ils vont moins faire le travail qu'ils aiment bien faire, pour lequel ils sont réputés, et qui est là aussi un support d'identité. Donc c'est une des motivations pour le fait de refuser, finalement, une promotion. J'entendais chez les uns et les autres l'importance sur la posture d'écoute. Et puis par ailleurs, des éléments sur la dissociation finalement entre les différents rôles. Et là, Paul, je me tourne vers toi parce que c'est aussi quelque chose qui est très fort dans la culture, pour le coup, d'Alan, sur finalement la dissociation de ce poste de manager qu'on a un peu dissous au sein d'Alan et ce rôle de coaching. Comment est-ce que justement ça a émergé, en quoi ça consiste et à la fois qu'est-ce qu'on en attend mais quels sont ses écueils quoi. Il y a deux aspects très forts de notre culture qui je pense font énormément écho à ce qui vient d'être dit. Le premier, c'est ce qu'on appelle la responsabilité distribuée. Et là, quand je creuse, ça fait écho à ce que j'ai lu sur vos travaux. Vous avez parlé du beau travail et du travail empêché qui n'a pas été évoqué, mais qui moi m'intéresse énormément. Et je pense que le creux il est là. C'est le manager. Son problème, c'est qu'il était quelqu'un qui performait, souvent qui était promu, et donc il performait bien. Il voyait ou elle voyait son impact. On la passe manager en récompense, et là, on se retrouve dans une situation où j'ai moins de prise parce que l'organisation prend le pas sur ma capacité à délivrer. Et donc, la première chose sur laquelle on essaie d'insister au maximum, c'est cette responsabilité distribuée, c'est-à-dire cette capacité, quel que soit mon niveau dans l'entreprise, de prendre moi-même des décisions qui vont embarquer toute la société et avoir l'impact plus ou moins important en termes d'impact économique et de taille en fonction de mon ancienneté, de ma capacité à prendre des problèmes complexes, mais quoi qu'il arrive, être le ou la décideur final et être la personne qui va vraiment tenir le volant. Et ça, c'est ça qui nous permet aujourd'hui à la fois d'avoir des personnes qui, de manière certaine, étaient ou seraient managers compte tenu de leur expérience dans d'autres sociétés, mais qui restent chez nous ce qu'on appelle individual contributors, c'est-à-dire des gens qui
résolvent des problèmes pour nous. C'est ça qui nous permet aussi, parce qu'on a une structure effectivement moins par grade comme peut l'avoir une structure de conseil, donc d'avoir des gens qui prennent la responsabilité d'équipe pendant 2-3 ans et ensuite font le choix conscient de revenir un certain temps sur je vais résoudre des problèmes compliqués, de faire beaucoup plus d'allers-retours, parce qu'on a cette capacité-là, quel que soit le niveau d'entreprise, à avoir de l'impact par soi-même et d'avoir les mains sur le volant. Ça nécessite beaucoup de choses, ça nécessite notamment qu'il y ait beaucoup de communication, beaucoup de transparence de l'information, de façon à ce que les gens sachent dans quelle direction aller et toutes les informations pour prendre la décision qui va aller dans le bon sens pour l'entreprise. Mais je crois beaucoup au fait que cette responsabilité redistribuée nous permet de résoudre une première partie du problème. Et la deuxième, c'est le coaching, comme tu l'évoquais, qui vient, lui, essayer de dissocier le rôle du manager qui va regarder la qualité du travail, être le conseil quasiment technique, et qui va souvent arriver avec une posture d'expertise et de juge, d'une personne qui va être plus à l'écoute de l'environnement de travail, de l'appétit, de la croissance de la personne, des difficultés que la personne peut rencontrer. Parce qu'on parlait d'écoute tout à l'heure, mais il y a aussi un sujet de capacité des personnes à s'ouvrir. Et le fait de donner cet espace peut-être plus sécurisé à côté va aussi permettre, on le voit, aux salariés, eux, d'aller s'exprimer davantage et de pouvoir gratter. Parce que la réalité, c'est qu'on aimerait que le feedback soit toujours partagé, mais on sait que c'est difficile, en fait. On n'a pas été élevé comme ça. Et on cherche à offrir aussi ces soupapes dans lesquelles les personnes peuvent aller s'exprimer. Vous voulez... Oui, non, justement pour réagir par rapport à ça, il y a actuellement beaucoup d'organisations qui se structurent un peu comme Google sur des modes qui sont issus des modèles d'organisation des universités anglo-saxonnes et américaines. Et c'est assez intéressant, ce sont des modes qui sont avec une faible hiérarchie, où les gens ont à la fois des côtés fonctionnels, on fait quelque chose, et puis des côtés un peu managériaux. À peu près comme dans l'enseignement supérieur, dans une université, on peut à la fois faire ses cours, on est prof de X, mais on peut être aussi responsable d'une formation, responsable. Et en fait, on est responsable, c'est un projet. Une formation, etc., c'est un projet. On va en parler, on va demander de la taxe d'apprentissage à l'occasion, etc. Mais voilà, à un moment donné, on a l'étiquette chef de projet, et en même temps, on est quelqu'un qui fait des cours sur tel ou tel sujet. Et c'est pas inintéressant comme mode de formation parce que ça donne une fluidité entre le contenu du travail et puis les moments où on prend des responsabilités et puis on va les passer à quelqu'un d'autre, on les prend pour quelques années. Et c'est lié aussi au métier lui-même de l'enseignant-chercheur parce qu'il y a des moments où on prend des responsabilités parce qu'on a envie, parce qu'il y a une opportunité, etc. Et puis il y a des moments où on est plutôt axé sur une recherche parce qu'on a un projet de recherche avec des collègues, etc. Et là on va prendre moins de responsabilités. Et donc ça correspond à des moments dans la vie personnelle d'un individu. Et ça peut être un modèle qui, à mon avis, peut être intéressant et qui est tout à fait compatible à la fois avec les aspirations des nouvelles générations sur quelque chose qui ne soit pas centré sur le pouvoir, mais au contraire sur de la responsabilité, des projets à réussir, etc. Et puis aussi une satisfaction personnelle, dire faire ce qu'on a choisi de faire. Effectivement, moi je pense que... Capgemini, comme je vous l'ai dit, c'est gros, mais il y a peu de managers hiérarchiques en fait. C'est en fonction, on peut passer un jour d'une mission où on sera tout seul, ou du même niveau, je dirais, donc pas d'encadrement, à encadrer des plus jeunes, après ça dépend des profils, mais voilà, le management hiérarchique, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et une fois qu'il y a le manager hiérarchique, après je dirais il y a le responsable de la practice. Vous voyez, en fait, c'est assez ramassé, ouais, en définitive. Et c'est vrai que il m'arrive de rencontrer plutôt des gens très expérimentés qui me disent, moi j'aimerais encadrer. Nous, c'est pas le modèle. En fait, directement, vous ne viendrez pas pour être très rarement responsable d'une practice ou d'une unité. Il y en a peu, en fait. C'est plus tellement, je dirais, dans l'air du temps. Mais du coup, à vous écouter, et peut-être que ça serait le mot de la fin, mais je vous laisserai évaluer ça, finalement, entre posture d'écoute, raccourcissement des chaînes hiérarchiques telles que vous venez de l'expliquer, davantage d'autonomie à chacun, est-ce qu'on n'a pas là une sorte de triptyque qui ferait un peu ce qu'est justement le beau travail du manager aujourd'hui ? Oui, alors il y a ce triptyque-là, puis je voudrais rebondir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est aussi qu'est-ce qui m'empêche de faire un travail satisfaisant. La notion de travail empêché, c'est pas moi qui l'ai développée, mais je la reprends. Il y a des gens comme Claude Jour, etc., qui l'ont développée, et elle me paraît extrêmement importante. Qu'est-ce qui m'empêche de faire un travail satisfaisant ?
Quels sont les points d'achoppement, quels sont les goulots d'étranglement qui font que finalement je ne suis pas satisfait de ce que je fais au quotidien. Si on se renseigne sur ces goulots d'étranglement, si on essaye de voir qu'est-ce qui m'empêche de faire un travail satisfaisant, alors on peut résoudre les problèmes là où ils se trouvent et qui ne sont pas obligatoirement là où on pense qu'ils sont. Hein, il y a quelquefois des choses très matérielles d'organisation des lieux, de l'espace, de chauffage, du bruit, le fait de ne pas avoir d'espace à soi parce qu'on est dans des organisations tellement mouvantes qu'on n'a plus tellement d'espace personnel, etc. Enfin bref, se poser cette question-là, qu'est-ce qui m'empêche de faire un travail satisfaisant? Ça, je pense que c'est quelque chose d'important pour justement avoir les bonnes réponses. En posant la bonne question, on a une chance de trouver la bonne réponse. Pas de réaction chez vous. Je ne sais pas s'il y a des... Pour avoir la réponse, justement, il faut avoir les outils qui permettent de faire remonter ça. Ouais. Et qui permettent le dialogue et la communication. Je ne sais pas s'il y a des questions au sein de la salle. On a de toute façon un peu de temps derrière pour échanger autour d'un café ou autre. Mais je crois qu'on est arrivé un peu au bout de cette table ronde. Et écoutez, je vous remercie d'avoir partagé avec nous un certain nombre de constats, de solutions, en tout cas de pistes de solutions et d'organisation. Et puis je vous remercie d'avoir assisté à ces échanges. J'espère qu'ils vous auront intéressé. Et puis évidemment, vous pourrez retrouver l'ensemble des résultats et le baromètre sur notre site internet dédié.